Il y a un dessin que j'apprécie beaucoup qui est celui de Luc. Repensez à la situation dans laquelle nous met la mutabilité de l'espèce humaine. Vous aviez deux solutions, soit celle de la dégénérescence, soit celle du perfectionnement de l'espèce humaine. Et ça reposait sur le cerveau, c'est-à-dire en grande partie sur la raison. Avec la psychologie nouvelle, nous allons découvrir que la raison ne domine absolument plus notre comportement, mais que nous sommes en permanence sujets à des suggestions qui nous viennent de l'extérieur. D'où cette caricature. Vous avez au centre le visage de Charcot et puis une figure de mort qui l'absorbe derrière, qui l'emmène vers les ténèbres. On retourne vers l'obscurantisme d'avant les Lumières à cause de la suggestion. Donc vous voyez que quand on ne croit plus au pouvoir de la raison et qu'on découvre le pouvoir de la suggestion, ce qu'on va voir maintenant avec la psychologie nouvelle, le risque de dégénérescence est extrêmement fort. Premier personnage donc, la nouvelle psychologie de Jean-Martin Charcot chez les malades mentaux. Alors, Jean-Martin Charcot est né d'une famille de selliers, d'une famille de charronneurs, en tout cas leur métier était le charronnage, c'est-à-dire d'artisans. Il pratique lui-même très tôt le dessin, mais il va opter, vous le savez tous, pour la carrière de médecin. Il avait d'ailleurs hésité avec celle d'étudiant aux Beaux-Arts. Comme médecin, il écrit sa thèse sur la paralysie et la goutte et propose une excellente thèse de gérontologie. C'est pas ce qui le rend très connu, quelle que soit la qualité de cette thèse. Par contre, non pas la goutte, mais la paralysie va l'emmener vers la paralysie des maladies nerveuses et c'est ainsi qu'il deviendra à la Salpêtrière le grand ponte de l'hystérie et de leurs spasmes physiques et qu'il obtient la première chaire créée pour lui de ce qu'on appellerait aujourd'hui la psychiatrie et qui s'appelait à l'époque, la chaire de neurologie en 82, ce qu'on appelait à l'époque la chaire des maladies du système nerveux. Il était artiste lui-même, on verra ça tout à l'heure, mais il avait conservé ses dons d'artiste dans ses méthodes d'enseignement. Les étudiants nous racontent qu'il avait l'art de dessiner pour expliquer et transmettre ses idées et d'utiliser en particulier la couleur des craies. Donc il croit au pouvoir de la visualité pour transmettre ses idées. Et il va même plus loin, il considère, lui, se passionner des arts, je vous l'ai dit qu'il était artiste quelque part, il croit qu'il n'y a point de génie par l'imagination débordante des maîtres du passé, mais qu'en fait ces maîtres du passé avaient surtout un don d'observation extraordinaire, en particulier des pathologies passées. Et il va, avec son ami Paul Richet, qui est un autre médecin qui était également un artiste, ils vont publier toute une série de textes médicaux qui sont destinés au monde médical pour transmettre, c'est les publications telles qu'on les a aujourd'hui, mais qui sont truffées d'illustrations artistiques, sous le titre de la nouvelle iconographie de la Salpêtrière, sous le titre des démoniaques dans l'art, ainsi que les difformes et malades de l'art. Donc vous voyez que 3 des 2 titres que je vous présente incluent le mot art, référence à l'art. Alors, je vous en donne quelques exemples. La nouvelle iconographie de la Salpêtrière, vous avez ici une reproduction du lépreux de Dürer et il dit c'est extraordinaire, ça n'est pas du génie, c'est de l'observation. La paralysie des mains est propre au cas des lépreux ainsi que la déformation de la lèvre et il fait la même chose avec ce monstre dessiné ici par Léonard de Vinci. De la même manière, il va revisiter les arts du passé et en particulier les masques grotesques sur les façades de nos cathédrales et va montrer que celui de Santa Maria Formosa avec la langue sortie n'est autre qu'une parfaite observation de l'hémiplasme glosso-labié des hystériques tel que son ami Paul Richet le croque à la Salpêtrière. Et puis on fait la même chose avec cette autre grotesque, vous voyez la langue a changé de sens, ça tombe très bien. Il va également publier, enfin Paul Richet, les démoniaques dans l'art.
ils vont revoir l'art du passé et montrer qu'en fait toutes ces extases religieuses et ces, comment on appelle ça, ces extases et ces corps qui sont envoûtés sont en fait des états hystériques. On est en plein anticléricalisme, comme vous le savez, sous la Troisième République. C'est ainsi que l'extase de Sainte Catherine de Sienne est comparée à la grande attaque hystérique d'une de ses patientes, ou que cette scène de la transfiguration est comparée à une autre hystérique dont vous avez le dessin en haut à droite. Et sur cette même page que j'ai reprise à la nouvelle iconographie de la Salpêtrière, voici le texte associé. Les bras s'agitent et n'étaient les mains trop ouvertes, nous devons reconnaître là une bonne représentation de la crise hystérique. Donc toutes ces religieuses et ces extases, ce sont tous des hystériques. À l'époque, en tout cas au début de la carrière de Charcot, Charcot considérait qu'il n'y avait pas de maladie d'origine psychogénique. Il considère que les maladies nerveuses sont en fait lisibles sur des pathologies anatomiques. Et donc ces pathologies anatomiques, il va le représenter en particulier des dos dont il considère l'épine dorsale déformée et qui ensuite déclenche des épilepsies ou autres crises corporelles. Et ce dos a certainement influencé les recherches de Georges Seurat. Lorsqu'il peint son étude pour la baignade, vous remarquerez que ce dos est un petit peu cassé et que cet enfant était censé être dégénéré. On l'a vu quand on a étudié le tableau de la baignade. Mais il y a d'autres comparaisons. Je vous rappelle qu'on considère que les femmes qui ont une sexualité excessive ou qui sont passionnelles sont en fait des femmes quelque part hystériques. Voici une attaque hystérique qu'on appelle l'attaque démoniaque et vous pouvez la comparer. Elle est assez proche des zoophélies qui font recette à la fin du 19e siècle. De la même manière qu'on est très tenté de représenter une autre hystérique finalement de la série des femmes fatales de Gustav Klimt, Judith II, regardez la crispation des mains inversée correspond aux crispations des mains propres aux hystériques de la Salpêtrière. Voici une photographie d'Albert Londres, celui-là même qui faisait les photos truquées dont on a eu l'occasion pendant d'autres conférences de regarder. Vous avez ici la démarche de la maladie de Parkinson, donc attitude et faciès. Je vous ai dit tout à l'heure que Paul Richer était un extraordinaire dessinateur et artiste, il était aussi sculpteur. Il en donne la version sculptée ici. Eh bien, cette version sculptée, cette façon abaissé de marcher a certainement influencé les représentations de Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Vous voyez un Mr. Hyde qui lui aussi marche un petit peu voûté, baissé, c'était peut-être le monstre qui ressort, c'est-à-dire Néandertal, mais c'est pas très loin des marches de Parkinson non plus. Mais je vais comparer maintenant cette attitude à un peintre que vous connaissez bien, c'est Vuillard. Vuillard qui vécut longtemps dans un espace assez claustrophobique, enfermé entre sa mère et sa sœur dans leur atelier de couture jusqu'au décès de l'un et du mariage de l'autre. Regardez la position de sa sœur, elle est quand même très très proche de celle de Parkinson que l'on voit ici sur cette statue. Simplement, cette série d'images que je vous montre ne va pas révolutionner les arts, c'est juste une iconographie qui s'enrichit à partir des images de la Salpêtrière et finalement va enrichir ce qu'on appelle la physionomie scientifique. Si vous voulez représenter un fou, tant qu'à faire, autant qu'il ressemble aux hystériques de Richer et de Charcot. Ce qui va révolutionner le processus et l'édifice esthétique et comment il fonctionne, c'est autre chose, c'est ce qu'on va voir maintenant. C'est lié à l'hypnose de Charcot. Alors Charcot, j'allais dire fait fortune et fait recette, non, mais tous vont voir les fameuses séances d'hypnose de Charcot, en particulier de cette pauvre petite blanche qui un jour a essayé de s'échapper. Il faut savoir que l'hypnose repose sur 3 temps. La léthargie, on va vous endormir avec un pendule, n'est-ce pas? À l'époque, on appuyait sur les paupières. Vous tombez ensuite en état cataleptique et puis après, il y a le fameux somnambulisme qu'on connaît bien. Jusque-là, ça va. Mais vous devez savoir 2 choses avec Charcot. La première, c'est que
pendant le moment léthargique, on va vous suggérer, vous êtes hypnotisé, on va vous dire marche sur la tête, marche sur baille ou autre, et puis vous allez agir en conséquence pendant la période somnambule et vous n'en aurez aucun souvenir. C'est ce qu'on appelle la suggestion hypnotique. Or, il considère que la suggestibilité est une condition de l'hypnose. Donc, on ne peut être suggéré de cette manière-là que si vous êtes hypnotisé. Et j'ajouterai un élément de plus, l'hypnose est un symptôme pathologique de l'hystérie. En d'autres termes, seuls les hystériques peuvent être hypnotisés et donc seuls les hystériques sont sujettes à la suggestion. Jusque-là, on suit. Un autre élément. Charcot s'aperçoit que l'élément qui lui permet le plus efficacement de suggérer une émotion à ses patients déments sont des objets visuels. Plutôt que leur dire quelque chose, plutôt que des mots, il faut leur montrer des couleurs, des formes et des couleurs. On s'aperçoit que face à du jaune, on devient anxieux, ou plutôt les hystériques. On s'aperçoit que le rouge déclenche la colère, le bleu la mélancolie. Première chose. Deuxième chose, il s'aperçoit que ces patients hypnotisés vont avoir des hallucinations visuelles extraordinaires. C'est-à-dire que la visualité est au centre des puissances de la suggestion. On va projeter des hallucinations et on va être extrêmement sensible à la couleur et agir en conséquence, être triste, mélancolique, etc. Alors pour les œuvres d'art, c'est fondamental. Vous imaginez le pouvoir d'une œuvre d'art, qu'elle soit abstraite ou pas, on va vous montrer des formes et des couleurs et tout d'un coup vous allez être anxieux, heureux, mélancolique, excité. Sauf que ceci n'est valable que dans un champ extrêmement étroit, celui de la suggestion d'être hystérique. Donc, si vous n'êtes pas hystérique, vous ne serez pas sensible à toutes ces choses-là. Sauf qu'il y a un homme qui s'appelle Monsieur Bernheim, qui est de l'école de Nancy, qui va démonter tous ces principes avec ce qu'on appelle la suggestion à l'état hypnotique et à l'état de veille. Voilà ce qu'il écrit. J'ai constaté que beaucoup de sujets qui ont été hypnotisés antérieurement peuvent présenter à l'état de veille l'aptitude à manifester les mêmes phénomènes suggestifs. En fait, il va aller plus loin. Il va montrer que en fait, l'hypnose est une condition de la suggestion. Il inverse. C'est parce qu'on vous suggère d'être hypnotisé que vous finirez par être hypnotisé. Donc, on n'a pas besoin de l'hypnose pour être réceptif à la suggestion. Et on n'a pas besoin non plus d'être hystérique. N'importe quelle personne saine, à l'état de veille, de jour comme de nuit, découvrira-t-il au fur et à mesure des années, il commence à publier en 84 mais il continue jusqu'au début du 19e siècle, est très sujet à la suggestion. Je ne sais pas si vous réalisez, on a déjà eu un premier Big Bang, mon Dieu, nous risquons de régresser, on découvre qu'on n'est plus fait à l'image de Dieu avec l'évolutionnisme, mais on avait confiance en la raison. Et tout d'un coup, on s'aperçoit qu'on peut raisonner ce qu'on veut. Dans la plupart des cas, nous dépendons finalement de suggestions externes que nous ne contrôlons pas. Et vous avez deux grands congrès qui sont organisés en parallèle à l'exposition universelle de 1889 où on retrouve des médecins, des philosophes, des spécialistes de l'hypnose et de la suggestion qui discutent de la question et Jules Héricourt à ce sujet-là écrira dans la revue scientifique de 1889 on est sorti du mesmérisme et du charlatanisme liés à l'hypnose d'antan. Cette fois c'est une lecture et une récupération scientifique de l'hypnose. Il dit à peu de choses près que même dans la vie courante notre esprit conscient reste sous le contrôle de l'inconscient. Alors, on n'est pas très loin des années de Freud, mais c'est dramatique, là encore. Je veux dire, d'une part, la mutabilité des espèces, d'autre part, la déchéance de la raison par rapport à la suggestion, c'est éprouvant. Et je vous résume donc la situation à partir de ces images. Avec Charcot, on pensait que la suggestibilité était possible simplement sur des malades mentaux qui étaient entrés en état d'hypnose grâce à un petit pendule ou autre, et qu'une fois qu'ils étaient hypnotisés, ils allaient être extrêmement sensibles à des inducteurs de suggestion visuelle et se mettre à acter des actions qui leur avaient été suggérées sans qu'ils s'en souviennent après le réveil, après le fameux, n'est-ce pas? Alors on met ça de côté, maintenant nous avons la version de Bernheim
qui va lui montrer que sur des êtres sains, les inducteurs de suggestion visuelle fonctionnent comme sur les malades mentaux et que le jaune ou le rouge peuvent déclencher des émotions que nous ne contrôlons pas. Henri Bergson, dans l'essai sur les données immédiates de la conscience en 1889, là encore, montre le rôle crucial de l'artiste. Lui aussi, quand il était professeur à Clermont-Ferrand, s'est fait hypnotiser. Et il n'était pas fou, à ma connaissance. Et lui aussi va considérer que ces inducteurs de suggestion les plus puissants sont les formes et les couleurs, c'est-à-dire les œuvres d'art. Et il reconnaît le rôle fondamental de l'artiste pour suggérer aux êtres sains que nous sommes censés être. Alors je vous dirais, pour le meilleur et pour le pire, la puissance de suggestion à l'état de veille sur des êtres sains agit sur tous à tout moment du jour et de nuit, pour le meilleur et pour le pire, car notre psyché devient une chambre de suggestion mentale qui peut être pénétrée à tout moment par des influences ou des suggestions fluidiques positives, j'ai mis le rouge ici, ou négatives. Et curieusement, vous aviez un homme comme Charcot qui se dopait de temps en temps au hashish, de temps en temps à un mélange de codéine et de morphine qui lui permettait d'avoir des migraines qui lui rappelaient la situation sanitaire des pensionnaires de la Salpêtrière. En d'autres termes, il essayait lui-même de devenir fou. Et à ce moment-là, il se mettait à dessiner. Il s'aperçoit que ses dessins étaient tourbillonnants. La migraine passant, dit-il, le dessin redevient symétrique. On dit qu'il haïssait la courbe qui déforme les lignes. Il aime les lignes, la symétrie, parce que lui, Charcot, considérait que ces mouvements tourbillonnants propres à l'Art Nouveau étaient des signes de démence et qu'en conséquence, avec cette suggestion, elle allait se transmettre des uns aux autres. Pour le meilleur, quand on croit que ces signes tourbillonnants étaient en fait régénérants et donnaient du mouvement, et en fait, pour le pire, si on pensait qu'au contraire, on allait influencer les gens à travers ces couleurs et ces formes et rendre une génération d'amateurs d'art de plus en plus dégénérée. Et hop, on reprend le schéma de Darwin, on planche et c'est la France entière qui va dégénérer à cause de l'Art Nouveau.